Salut à tous et bienvenue sur Bismart, c'est Smart Generations. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et de médecine. Je suis avec Laura et Margot. On est tous les trois étudiants à HEC du média étudiant. Et on est là aujourd'hui pour un oral un peu particulier, Laura. Exactement, Hugo. L'objectif de notre émission, c'est qu'on va faire passer un oral à des dirigeants. En fait, notre objectif, c'est que notre génération puisse s'inspirer des dirigeants du monde d'aujourd'hui. Et pour ça, on va interroger notre invité à la fois sur son parcours professionnel, mais aussi sur son enfance et sur sa vie étudiante. En fait, l'objectif, c'est qu'il nous partage ses succès, donc pour nous donner ses conseils, mais aussi ses difficultés, ses échecs et toutes les décisions qui ont pu forger son parcours. Donc notre émission, c'est vraiment la rencontre de plusieurs générations qui cherchent à avoir un impact et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et notre candidat du jour, c'est un médecin entrepreneur. Il a créé le réseau Point Vision, un réseau, le plus grand réseau d'ailleurs d'ophtalmologie en France. On accueille tout de suite François Pelaine. Bonjour Monsieur Pelaine, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons récupéré votre CV, il est devant moi. Je lis que vous avez commencé vos études de médecine en 1975. Elles ont duré 7 ans quand même. Vous vous êtes spécialisé en ophtalmologie, évidemment. Ensuite, de 1983 à 2000, vous avez travaillé dans plusieurs laboratoires, dont d'abord Sanofi pendant 3 ans. En parallèle, à côté de ce parcours dans les laboratoires, vous devenez ophtalmologiste praticien et vous avez une permanence que vous aviez jusqu'à juin dernier à l'hôpital Mondor. Également, en parallèle de ce parcours dans les laboratoires, vous suivez un executive MBA à HEC pendant 2 ans. On en parlera peut-être. Donc, vous vous spécialisez un peu plus dans le commerce. En 2000, vous continuez votre carrière dans les laboratoires puisque vous entrez chez Pfizer. Vous y passerez 11 ans, d'abord en ophtalmologie puis en marketing. Et en 2011, évidemment, vous cofondez Point Vision, réseau national de centres d'ophtalmologie, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, dont vous êtes encore le président. Vous avez récemment publié un livre que je vois juste là, qui est intitulé « Crise sanitaire. Pourquoi il faut presque tout changer, le temps du médecin entrepreneur ». Et vous, Monsieur Pelaine, vous n'avez pas attendu la crise sanitaire pour tout changer. Au contraire, Point Vision fête ses 10 ans cette année. Point Vision, c'est 40 centres en France aujourd'hui, 300 ophtalmologistes, 900 salariés, 1,2 million de patients pris en charge par an quand même, et un objectif pour 2021, ouvrir 10 centres supplémentaires. Alors d'habitude, Monsieur Pelaine, on vous voit sur les plateaux ces derniers temps pour parler de Covid, de crise sanitaire ou de changement en tout cas du monde de la médecine. C'est un oral un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça vous fait alors de repasser, de revenir sur les bancs de l'école en quelque sorte? Moi j'adore. Il y a longtemps que je n'ai pas passé d'entretien d'embauche. Et je demande qu'à le faire, et c'est avec un grand plaisir. Et puis, c'est toujours agréable de revenir un peu sur ce qu'on a fait dans le passé, et que vous avez très bien présenté. Il y a des choses que vous devriez rajouter à ce portrait ou... Non. Ça vous semble correct ? Non. J'avais fait Il y a juste un truc à la fin auquel je tiens beaucoup. C'est que... chez Pfizer, mon poste était vice-président chargé du customer marketing. D'accord. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas commencer tout de suite, mais parce que j'ai un esprit customer oriented. Okay. Voilà. Très bien. Eh bien, Monsieur Pelaine, on est ravis de vous recevoir. Votre oral démarre maintenant. Félicitations, vous êtes admissible. D'accord. Et je serai admis à la fin. Je saurai. On verra plus tard. Si vous allez me convaincre. Allez, c'est parti. Donc, Monsieur Pelaine, on va s'intéresser dans une première partie, revenir aux origines, disons, repartir à votre enfance et votre adolescence. Est-ce que vous pourriez nous raconter dans quel environnement vous avez grandi ? Alors d'abord, je suis un Parisien, pure souche. J'ai passé ma jeunesse rive droite, et puis après, je suis passé rive gauche. Ça a été un événement dans ma vie. Vous avez une préférence Et bien, je suis revenu rive droite. Voilà, bon, donc, vous voyez que j'ai énormément voyagé. Mais par contre, de parents qui n'étaient pas du tout parisiens. Et donc, je suis un mélange assez détonnant. Mon père était de l'Est, du Jura. Donc quelque chose d'assez rude. Et ma mère du Midi, de Frontignan. Ah oui, pas pareil. Et donc, ça fait un mélange rude et chantant. Et vous avez donc à peu près pris des deux côtés, finalement. Oui. Puis ça dépend des moments aussi. Moi, j'ai des moments rudes, et puis il y a des moments où je suis plus
plus chantant. D'accord. Mais ne me demandez pas de chanter. Voilà. Attendez. Il y a des limites. Que faisaient vos parents? Alors, mon père était ingénieur dans l'armement. D'accord. Voilà, et maman était à la maison, s'occupait des enfants. Voilà. Et est-ce que c'était pas très drôle, ce côté-là. Alors, j'en ai parlé dans mon bouquin, puis ça n'a pas plu à ma mère ce que j'avais mis, donc... Elle a censuré? Oui, elle m'a dit c'est pas bien ce que tu as écrit. Et alors mon père est plus de ce monde, il aurait 100 ans. Et mais moi c'était pas mon truc l'armement, parce que j'ai toujours eu envie de faire un métier au service des autres. Alors je dis pas que quand on est dans l'armement on n'est pas, enfin, ça sert, hein, c'est utile. Mais alors ça avait en plus un inconvénient, c'est qu'il était dans des projets assez confidentiels. Et on parlait de rien de son boulot. Donc je peux pas vous dire ce qu'il faisait en gros. Enfin si, il s'occupait de sonar, de choses très compliquées. Il était physicien d'assez haut niveau. Il fait une grande école de physique et c'était mystérieux. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné le goût de la médecine finalement? Alors, c'était plus tard? Moi, j'hésitais. Je sais pas comment c'était pour vous, mais moi, j'ai hésité. Voilà. En général, on a un âge où on hésite beaucoup. J'ai hésité entre 3 trucs. J'avais très envie d'être journaliste. Ah. Okay. Super métier. J'ai une collection, j'ai la collection du Point depuis le numéro 1 que j'ai acheté quand je devais avoir, je sais pas, 14 ou 15 ans. C'était ma façon de devenir adulte. J'ai acheté le numéro 1 du Point, et puis après j'ai acheté jusqu'à maintenant. Maintenant c'est sur la tablette. Bon, mais c'était Pompidou qui était en photo. Donc j'ai hésité à être journaliste. Et puis, faire une école de commerce et la santé. Voilà. École de commerce, c'est quand même pas très au service des autres, non? Parce que vous disiez que... Si, parce que, justement, regardez, après j'ai fait une école de commerce et il y a, dans la communication, on est quand même vers les autres, tourné vers les autres. Et vous voyez, moi, en plus, dans le marketing, j'ai pris le customer marketing, qui est justement un marketing tourné vers le client et pas vers le produit. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai toujours eu cette volonté, d'abord de communiquer, alors je suis ravi de le faire aujourd'hui, et d'être dans un métier où on pouvait communiquer. D'accord. Voilà. Mais alors, vous avez démarré vos études de médecine, c'est des études qui sont en général longues, en tout cas quand on a des échos de nos camarades qui le font. Très long, oui. C'est des études très longues. Comment vous avez vécu tout ça? Quels souvenirs vous en gardez? Bon, bien. C'est dur? Oui, c'est dur. Au début, c'est dur. Après, j'ai pas fait l'internat. À l'époque, on pouvait faire des certificats d'études spécialisées. C'était un petit peu moins dur, on va dire. Mais je faisais des trucs à côté. Voilà. C'est long, mais c'est quand même très intéressant. On voit des patients assez vite. Dès la 3e année, dont la vôtre, j'étais à l'hôpital. Okay. Et donc, moi, ça m'a plu. Voilà. Ça m'a plu, mais en même temps, à la sortie, comme ophtalmo, je me suis dit, toute ma vie, l'ophtalmo, on travaille dans le noir un peu, j'allais dire comme ici, mais non, c'est pas noir du tout, c'est plein de projecteurs, mais le décor est un peu noir. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de rentrer dans l'industrie. Alors, j'ai fait des diplômes en plus. J'ai fait un diplôme de pharmacologie clinique et puis j'ai fait un diplôme de statistique appliquée à la médecine. Et je suis rentré dans l'industrie, mais plutôt dans les postes techniques. Et puis... Parce qu'on parle beaucoup de vos études en médecine, mais finalement, on a cru d'ailleurs comprendre que vous étiez marié très jeune, non? Oui, ça c'est vrai, oui. Vous voyez, c'est un peu pour ça que j'ai pas fait l'internat, parce que je me suis marié, j'ai eu un enfant très jeune, et après, j'avais pas envie de travailler comme une bête le concours. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas appris en études de médecine et que vous auriez aimé apprendre finalement? Parce que vous qui aviez été un peu tiraillé entre plein d'aspirations finalement. Ouais, alors je vais
placer mon bouquin, parce que j'insiste beaucoup dans le bouquin. En fin de compte, la médecine aujourd'hui, que j'exerce toujours, il faut l'exercer en équipe, parce que maintenant il y a beaucoup de matériel, il y a l'informatique, il y a l'intelligence artificielle, il y a la télémédecine, il y a des paramédicaux, et il y a beaucoup de monde. Et ce que j'ai regretté dans les études de médecine, c'est que alors qu'on se dirige vers un métier où quand même il va y avoir une équipe, et éventuellement une équipe à diriger, il n'y a pas 1 heure d'études sur le management. Pas 1 heure. Et moi, ça m'a choqué. Et je plaide pour que dans les études de médecine, on fasse un peu de management. Voilà. D'accord. Ça m'a manqué. Et finalement, pourquoi l'ophtalmologie plus qu'autre chose? Qu'est-ce qui vous attirait tant dans cette formation? Alors, je vais dire des choses qui ne sont pas totalement fausses. Voilà. D'abord, c'était une belle spécialité. C'était une spécialité qui a longtemps dormi, mais qui est maintenant très, très en pointe. Il faut savoir que les premiers au concours d'internat, ils prennent en général l'ophtalmologie. D'accord. Ça part très très vite, l'ophtalmologie. Il faut être très fort au concours pour Déjà à l'époque, c'était le cas? Moins. Ok. Moins. Et donc cette spécialité était en train de monter justement, donc ça m'a intéressé. Et puis alors, bon, c'est plus de l'anecdote, mais il y avait un truc qui m'exaspérait à l'hôpital, mes études, dans les services. J'ai fait un peu toutes les spécialités dans les services. Allez, dites-nous. C'est les gens, ils se déshabillent, ça prend 1 heure, voilà. Et l'ophtalmo, c'est super. Vous avez tout de suite accès à l'organe. Il n'y a pas besoin de se déshabiller, de efficace, prendre du temps. Ça Ouais. va très vite. C'est intéressant Voilà. parce que déjà chez vous, donc il y avait cette idée de d'aller volonté vite, d'aller vite et Oui. d'être efficace. Très bien. Et bien, Monsieur Pelen, on va désormais passer à votre arrivée sur le marché du travail. Ouais. Alors, Monsieur Pelen, on a parlé avec Hugo juste avant du coup de vos études de médecine. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous rentrez sur le marché du travail et directement, vous travaillez dans des laboratoires comme Sanofi. Déjà, parce que nous, ça nous concerne un petit peu en ce moment, est-ce que vous vous rappelez de comment vous avez eu votre premier job du coup chez Ouais. Sanofi? Très bien. En fin de compte, comme je vous disais, j'ai fait un diplôme de pharmacologie clinique pour aller vers l'industrie et j'ai cherché un stage. Voilà. Et j'ai trouvé un stage par comment on trouve des stages. Voilà. À l'époque, c'était sûrement pas pareil que nous aujourd'hui, je pense. Des plateformes. Par le réseau, D'accord, ok. bon, j'ai fini par trouver un stage chez Sanofi. Ok. Et puis, comme stagiaire, je me suis quand même fait un peu remarquer. Ok. Et à la sortie de mon stage, il s'est passé un truc assez incroyable. La personne qui m'avait accordé ce stage, il dirigeait un service de R&D pour l'OTC, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, enfin l'automédication. D'accord, ok. Et c'était à Montreuil. Et il a décidé de partir en retraite. Et s'est posé la question de le remplacer. Et moi, bon, j'étais resté après mon stage à faire un peu de job. Là-bas, du coup, Oui, Sanofi, chez Sanofi, dans cette division. Et puis, ils ont dit, tiens, Epelen, Ah ouais. après tout, il est dynamique et tout, c'est peut-être une idée. Alors après, ça a pris un peu de temps, parce que vous savez, quand on vous fait monter comme ça, après on a une hésitation, alors on vous fait passer par des psychologues, et tout ça, j'ai fait des tas de tests et tout, pour savoir, parce que bon, c'était quand même, je sortais de la fac, et je me retrouvais à diriger une équipe de 40 personnes, dont 7 cadres, dont certains que je trouvais extrêmement vieux, qui avaient 58, 59 ans. Maintenant, je trouve ça extrêmement jeune. Hein, mais bon, à l'époque, et ils se sont quand même dit, on lui propose ça, mais est-ce qu'il va être capable de gérer tout ce monde-là? Il y avait, Comment vous avez fait justement pour être légitime à diriger des personnes plus âgées que vous? Parce que souvent, en tant que jeune, dans des gros groupes, on a l'impression de ne pas être pris au sérieux, justement. C'est compliqué. C'est pas facile. Il y en a avec qui ça allait tout seul. Ouais. Et puis, il y en avait qui disaient, non, ce petit genou là, voilà. J'avais 27 ans. Hein.
Faut éduquer, il va pas m'apprendre mon métier. Bon, il faut avoir beaucoup d'humilité et puis. Mais je suis un peu un vendeur, donc il faut se vendre aussi. Hein, voilà. Vrai, donc, ça fait partie du commerce aussi. Oui. Ouais. Donc j'ai essayé de me vendre et puis voilà, ça a marché. Hein. Ok. Et ensuite, vous avez travaillé dans plusieurs laboratoires, vous avez Oui. gravi les échelons. Comment est-ce que vous nous diriez comment on fait pour gérer le poids des responsabilités quand, comme à la fin de votre carrière dans les laboratoires, quand on est à des postes aussi élevés que ceux que vous occupiez à l'époque? Parce que vous êtes c'était quand même une industrie, c'est toujours une industrie, on le voit beaucoup en ce moment, très exposée médiatiquement, dont on parle beaucoup et où il faut être hyper sûr de ce qu'on fait. D'accord. Alors à l'époque déjà, j'étais un peu pas très très proche des médias, un petit peu quand même. Et donc moi j'ai ressenti quand même assez vite dans l'industrie que les gens qui avaient fait des écoles de commerce, moi je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Okay. Parce que les matrices BCG, les forces de porteurs et tout le reste, moi, voilà, c'était pas mon quotidien et je comprenais pas tout. Donc j'ai senti qu'il me manquait quelque chose et donc j'ai cherché assez vite à faire mon exécutive MBA pour être à égalité. Parce que il n'y avait pas beaucoup de médecins dans l'industrie. Et il n'y en a toujours pas énormément. Hein. Okay. C'est pas la voie royale, c'est la voie royale plutôt pour les pharmaciens, double formation. Mais pourquoi ce choix d'ailleurs? Comment ça se fait que vous ayez choisi tout de suite d'ailleurs l'industrie pharmaceutique après vos études? Parce que moi, je voulais faire un job dans l'industrie et j'avais plus de légitimité en étant médecin dans la santé. Okay. On ne m'attendait pas forcément dans d'autres secteurs. Okay. Donc ça a été... puis il se passe des choses comme ça dans votre vie. Après, ça roule. Et donc pour revenir à votre question de savoir comment on acquiert une certaine autorité. D'abord, une composante naturelle. On a ou on n'a pas. C'est difficile. Et vous l'aviez dès le début ou vous l'avez acquis, vous pensez? Non, je pense qu'il faut quand même... Après, ça se développe. Mais... si on n'a pas d'autorité, on n'a pas d'autorité. C'est un peu comme à l'école, les profs. Il y a ceux qui se font chahuter et ils se font chahuter tous les ans. Et ceux qui ne se font pas chahuter, ils ne se font jamais chahuter. Bon, c'est un peu pareil. Donc vous avez réussi à gravir les échelons finalement? Après, c'est une vie dure, hein, la pharma. C'est une vie passionnante. J'ai adoré ça, heureusement d'ailleurs, parce que j'y suis resté 28 ans. Donc, si ça ne m'avait pas plu, ça aurait été triste. Et puis après, puis c'est amusant, c'est intéressant de progresser. Moi, en plus, j'étais vraiment le produit atypique parce que 2 fois, je me suis fait racheter. J'étais du mauvais côté. Vous savez, quand il y a une fusion ou une acquisition, il y a le bon côté et le mauvais côté. En général, quand vous êtes du mauvais côté, vous êtes plus proche de la sortie que quand vous êtes du bon côté. Mais les 2 fois, je m'en suis bien sorti. Voilà, donc j'étais assez content de ça. Et donc, j'ai fait un petit peu tous les postes de la pharma. Donc j'ai bien vu cette industrie. Un long parcours. Et ensuite, vous avez créé Point Vision, du coup, en 2011, je le disais tout à l'heure. C'est un pari assez osé quand même, parce que vous avez tout lâché, vous aviez des gros postes, vous avez tout lâché à 53 ans pour monter une entreprise. Nous, dans notre tête, quand on pense start-up, on pense plutôt quelqu'un sorti d'école. C'était comment de créer une entreprise dans le regard des gens, vous, dans votre expérience personnelle, à cet âge-là et après cette expérience-là? Alors, vous faites bien de dire dans le regard des gens. Alors d'abord, moi, je suis parti pas parce que j'aimais plus la pharma, mais j'avais vraiment l'impression de tourner en rond. D'accord. Voilà, c'est toujours mon côté un peu actif. Bon. Et puis, la pharma a changé de modèle économique. On est passé du blockbuster à des produits très spécialisés et avec moins de monde. Et on faisait beaucoup de plans de sauvegarde de l'emploi. Et moi, j'en avais un peu marre. J'avais plutôt envie de créer des choses que de gérer des plans. Donc, il y avait une volonté naturelle. Et puis, si on a une idée, on se lance. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que
beaucoup de gens disaient « Ah non, mais tu pourras pas. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. T'as la voiture de fonction, le salaire, enfin, tous les trucs qui vont avec, les stock options, les actions pourquoi gratuites. lâcher tout ça, pourquoi lâcher tout ça à 53 ans, attends un peu d'aller en roue libre, et puis t'attends la sortie, voilà. Mais moi, j'avais pas envie d'attendre la sortie. J'avais envie de repartir. Vous avez une envie à ce moment-là dans une dynamique, et comme j'avais une idée, je l'ai suivie. Voilà. Et justement, donc ça, c'est un peu une décision phare dans votre vie. Si vous deviez choisir une seule décision dans tout votre parcours, est-ce que ce serait celle-là ou est-ce que ce serait autre chose, une décision qui a changé, non, forgé c'est celle-là, c'est forcé. Ouais. C'est forcé. Pourquoi c'est celle-là Parce que j'ai tout remis en cause. J'ai complètement changé de vie. Enfin bon, j'ai pas changé ni de femme, ni d'enfant, ni de domicile. Mais par exemple, j'allais au but. Moi, j'étais ma voiture et moi, ça faisait qu'un quasiment. Du jour au lendemain, j'ai dit non, quand tu veux lancer une start-up, tu te balades pas en bagnole de fonction. Donc j'ai repris le métro que j'avais pas pris depuis 10 ans. Waouh. Voilà, c'est les grands changements. Ça change le quotidien. Et on me disait ah non mais tu vas pas vider ta poubelle de bureau. Je dis si, je vais vider ma poubelle de bureau, il n'y a pas de problème. On a tout fait nous-mêmes. Donc ça c'est vraiment le grand moment de ma vie où j'ai eu peur en plus, où c'est assez intense parce que c'est le moment où mes enfants qui étaient déjà assez grands, entre 20 et 30, ont été là pour me soutenir. D'accord. Alors que jusqu'à présent, c'était un peu l'inverse. Et parce que quand vous créez une start-up, il y a des jours, c'est affreux, quoi. Il y a des up et down. Hein. Alors, un conseil que je peux donner à ceux qui créent leur start-up, moi, ce que j'ai fait avant de la créer vraiment, c'est que j'ai cherché des associés. D'accord. Et partir à 3, on est 3 cofondateurs, d'âges très différents. Hein, le plus jeune, à l'époque, avait 28 ans. Moi, j'en avais 53. Et Patrice Poutz en avait entre les deux. D'accord. Ok. Et donc, des générations différentes. Et on s'est retrouvés tous les 3. On a fait l'incubateur HEC. On a fait un programme qui s'appelle Challenge Plus à HEC. Et l'avantage quand on est 3, c'est qu'on n'est pas 3 down en même temps. Il faut vraiment que c'est un peu un mariage, ça soit là. Et donc, il y en a toujours un qui refaisait partir les autres. Et ça a plutôt bien fonctionné. C'est vraiment très, très important. Ok. Super. Donc là, vous nous avez un peu décrit votre parcours professionnel et les conseils qui allaient avec. Et maintenant, on va peut-être plutôt se diriger vers des conseils sur l'avenir, sur votre vision de l'avenir. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a appris un peu de votre passé. Et maintenant qu'on a un peu de recul, j'aurais voulu vous demander si vous pouviez refaire une chose différemment, une seule, qu'est-ce que vous changeriez dans votre parcours, que ce soit perso ou pro ? Alors, si j'avais... Alors, d'abord, je ne suis pas dans le genre à regretter ce que j'ai fait. Déjà. C'est une bonne chose. Donc, je n'ai pas trop envie de changer grand-chose. J'aurais aimé, comme je vous le disais tout à l'heure, pouvoir faire le management en même temps que la médecine. Et d'ailleurs, quand j'étais chez Pfizer, j'avais sponsorisé un programme d'une école de commerce où on permettait à des jeunes étudiants en médecine à faire la grande école en même temps. Et j'aurais aimé faire les deux en même temps. Voilà. Ok. Et donc maintenant, plutôt vers l'avenir, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes de notre âge, justement, parce que le monde a un peu changé depuis la période où vous étiez jeune. Vous conseilleriez quoi au niveau carrière ?
Alors, on est à un moment où c'est le découragement complet. Et moi, je voudrais apporter un message d'espoir. Voilà. Et je voudrais conseiller aux jeunes de déjà se mettre dans le monde d'après. Et de ne pas attendre que tout le monde soit vacciné, que le virus ait décidé de rentrer sous terre. Ça va arriver. C'est-à-dire se mettre dans le monde d'après, qu'est-ce que ça veut dire? Se mettre dans le monde d'après le Covid. Parce que depuis 2 ans, enfin 1 an, il y a un peu plus d'1 an, tout le monde est là-dessus et on a l'impression qu'il faut attendre que tout ça se termine pour repartir dans une dynamique. Et moi, je dis que ceux qui repartiront dans une dynamique, c'est ceux qui y travaillent aujourd'hui. Donc, dès aujourd'hui, il faut se dire, 1, que le pire est jamais sûr. 2, qu'il y a plein de secteurs où les choses sont en train de se transformer. On va prendre un exemple, que ce soit la distribution, que ce soit la restauration avec la livraison, etc. On voit qu'il y a énormément de métiers qui se transforment en ce moment devant nos yeux. Et c'est très intéressant à regarder. Et c'est moins désespérant que de compter les gens en réanimation tous les soirs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en soucier, bien sûr. Mais il y a des choses que ceux qui sont en train de les penser maintenant pourront les appliquer quand on sortira du moment où beaucoup de choses sont gelées. Et en plus... il y a des investisseurs, il y a de l'argent pour investir. Et donc, s'il y a des bons projets, très vite, à la sortie de cette période, je ne sais pas s'il y aura la folie des années 30 ou quoi que ce soit, mais il y aura un emballement dont profiteront ceux qui n'auront pas passé leur temps sur leur canapé à manger des chips et à attendre que ça soit fini. Et il y a plein de choses à faire aujourd'hui, d'aller chercher des insights, de penser à des nouveaux modes de travail et de penser au monde d'après. Et une fois, et pour que ça réussisse, il faut être très pro. Ça veut dire qu'il faut déjà travailler des business plans, des présentations, enfin tous les trucs classiques qu'on apprend dans les écoles de commerce ou qu'on apprend dans la vie courante. C'est le moment de s'y mettre, c'est pas bien. Demain. Eh ben, ce sera une très belle conclusion, Monsieur Pelen. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu de l'oral. On tient à remercier très rapidement les équipes de Bismart, Lucas, Marie-Pia, Carole, Joséphine. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Generations.